Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du lien que je fais entre l'anxiété et ce que j'appelle le mécanisme des traumatismes ou la mécanique des traumatismes. J'ai découvert en fait cette approche des traumatismes avec un auteur qui s'appelle Levin. J'ai trouvé ça super intéressant, donc je vais vous dire pourquoi est-ce que je pense que les deux sont liés. Je vais commencer par prendre l'exemple, la thèse donc de Peter Levin qui parle d'une observation des animaux, des mammifères, mais en fait bon, on peut comprendre que c'est même antérieur à la formation des mammifères, parce que les mammifères ont déjà un cerveau relativement développé. Donc c'est en lien avec le développement du cerveau dans l'évolution des espèces. Donc, quand un animal sauvage rencontre un prédateur qu'il sait plus fort que lui, son cerveau archaïque, donc premier cerveau qui a été formé, qui est à l'arrière du crâne, à l'intérieur bien sûr, le cerveau archaïque qu'on appelle également cerveau reptilien, va réagir parce que c'est sa première fonction, c'est son premier but, c'est sa raison d'être, pour faire survivre l'individu, donc l'animal sauvage. Donc il va envoyer l'information nécessaire pour que le système nerveux puisse réagir de manière à ce que l'animal menacé puisse soit fuir, soit combattre, donc se défendre. Et pour ça, donc, le cerveau reptilien va envoyer des informations pour qu'il y ait notamment une décharge d'adrénaline qui permette de pulser, de donner une impulsion et de l'énergie pour soit fuir, soit combattre. En même temps, il peut y avoir un autre mouvement dans un second temps, mais qui en fait pour nous, quand on le ressent ou quand l'animal le ressent, ça arrive quasiment en même temps. Si l'animal voit qu'en fait il ne peut ni fuir ni combattre, à ce moment-là, le cerveau reptilien envoie un autre message et envoie une autre forme d'énergie à l'intérieur du corps qui va au contraire annihiler la première réaction d'adrénaline qui voudrait qu'on bouge. Et du coup, on va se retrouver dans enfin je dis on parce qu'on est concerné, mais je suis toujours dans mon histoire d'animal sauvage, donc l'animal va se retrouver dans une position d'immobilité, donc ce qu'on appelle la réponse d'immobilité. C'est une forme d'inhibition. Ça je le dis parce que ça va revenir par la suite, parce que on se sent inhibé dans certaines circonstances. Parce que, à la base, dans le monde sauvage, un animal immobile est moins attractif pour le prédateur. L'immobilité, c'est associé à la mort. Donc, un animal mort n'est pas forcément digeste. Aussi, il y a deux autres fonctions dans l'immobilité. C'est que quand on a reçu toutes ces injections à la fois d'adrénaline et d'autres substances qui vont venir immobiliser l'animal, on va pouvoir se mettre dans un état modifié de conscience. Évidemment, tout ça, c'est complètement inconscient. On n'est absolument pas conscient de ça la plupart du temps. Mais cet état modifié de conscience va permettre d'accepter la défaite, la mort, dans le cas d'une mise à mort, par exemple, d'une antilope par un lion. L'antilope, dans cette forme d'immobilité, va pouvoir glisser dans un état qui va lui faire supporter la souffrance plus facilement. D'ailleurs, on observe ça aussi chez les êtres humains des fois, donc, par exemple dans des cas d'accident où on se rend compte après coup qu'en fait on a souffert physiquement beaucoup plus après que pendant l'accident, parce que pendant l'accident il y a eu tout un tas de décharges de produits chimiques à l'intérieur de notre organisme qui nous ont préservés de ça. Donc tout ça, ça participe à nous faire supporter le moment présent, mais on est dans un état d'immobilité. Je dis on parce que on est aussi des mammifères, on est aussi des animaux, le cerveau reptilien est chez nous. Je vais vous expliquer en quoi nous sommes différents et en quoi notre différence va jouer contre nous finalement dans ce cas-là. Ensuite, la troisième raison pour laquelle la posture d'immobilité est une défense qui est bien pensée par la nature, c'est que quand l'animal la proie est complètement immobile, ça peut faire diversion, ça peut faire croire par exemple à la lionne qu'elle peut avoir le temps d'aller chercher ses petits lionceaux et revenir pour pouvoir déjeuner.
Et pendant ce temps, la proie en question peut courir et s'en aller. Je ne sais pas si vous vous intéressez un peu aux animaux. Des fois, vous avez des araignées chez vous. Si vous vous approchez d'une araignée, vous verrez que très souvent, elle va faire la morte. Elle va faire comme si elle va se rétrécir, enfin se contracter complètement et faire la morte pour justement ne pas... Parce que si elle est en mouvement, ben vous risquez d'avoir peur et vous allez l'écraser. Vous allez me dire que nous, des êtres humains, civilisés, etc., on n'est pas des animaux sauvages. Et en même temps, bon, déjà, on est des animaux, on est des mammifères. Et notre cerveau reptilien, il est bien présent. Et en plus, non seulement il est présent, mais il est responsable de tas de choses. Enfin, je ne sais pas à combien de pourcentage ça se compte, ce dont il est responsable dans notre vie, dans notre psychisme, tout ça. C'est lui qui gère en fait tous les fonctionnements automatiques déjà de notre corps, donc les battements de notre cœur, toutes les décharges de n'importe quelle substance chimique, ou c'est lui qui gère notre système immunitaire, etc. Donc, il est responsable de nos réactions de stress et d'inhibition. Et en fait, à ce niveau-là, on est exactement pareil que l'antilope ou le chien. C'est pareil. La différence chez l'homme, on dit que c'est la conscience. La conscience. Bon. Ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est vrai que le développement de notre cerveau, au niveau du néocortex, est beaucoup plus fort. Donc c'est vraiment la partie du cerveau qui s'est développée en dernier dans l'évolution depuis le début. C'est le néocortex. Donc entre les deux, on a le cerveau limbique, entre le reptilien et le néocortex, on a le cerveau limbique qui joue un grand rôle dans les émotions, mais là je ne vais pas en parler là tout de suite, c'est pas le plus important pour le point que je veux avancer là tout de suite. Donc le néocortex, il nous permet de penser, d'élaborer des idées, de nous penser nous-mêmes. Et donc en fait c'est vraiment le règne du cognitif. Et à ce titre-là, c'est le règne de la psychologie. Sauf que la majorité des problèmes que l'on qualifie communément de psychologiques relèvent en réalité du cerveau reptilien. Et ça, on ne l'entend pas souvent. Hein. Le cerveau reptilien, en réalité, il a assez peu de choses à voir avec la psychologie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Donc quand on dit voilà, tout ça c'est dans la tête, c'est psychosomatique, etc. Et on dit c'est dans la tête, en fait souvent on pense aux pensées, aux croyances, etc. Certes, elles jouent un rôle important, mais nos réactions vraiment viscérales qui nous posent des problèmes, et notamment de stress, d'anxiété, de dépression, c'est plutôt au niveau du cerveau reptilien que ça se joue en priorité. Ça, je vais en parler dans les vidéos à venir parce que c'est souvent assez important. Souvent on entend tout ça c'est dans la tête et genre c'est même assez condescendant. C'est comme si on était trop bête parce qu'on réagit comme ça, parce qu'on est trop bête, parce qu'on a mal au ventre. Ou alors les gens disent oh mais non mais c'est dans la tête, c'est pas grand chose. Sauf que ouais, mais à un moment donné ça peut aussi déclencher une grave dépression, ça peut aussi déclencher un AVC. C'est quand même une grave erreur de sous-estimer les choses en disant c'est juste dans la tête, parce que ça se traduit également dans le corps, dans le système nerveux, et ça peut avoir des conséquences fatales, voire dans une moindre mesure assez malheureuses. C'est quand on a ce qu'on appelle affections psychosomatiques, anxiété, dépression, etc. Peut-être que oui, c'est dans la tête, techniquement c'est dans la tête. Sauf que ça ne se contrôle pas par la pensée. Donc c'est aussi ça, il faut bien comprendre, parce que aussi quand on se sent coupable de ce qui nous arrive, il faut quand même comprendre que en gros, on n'y est pas pour grand chose. Nous dépasse un petit peu, même si ça vient de nous, ça vient avant tout de l'histoire de l'évolution des êtres humains, c'est pas juste nous en tant qu'individus. Regarde un petit peu les gens qui disent c'est dans la tête, comme si eux ils savaient gérer, alors qu'en fait non, c'est pas vrai. Et je vois pas pourquoi ils sauraient mieux gérer. Si, je vais développer aussi le point sur pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres, effectivement c'est vrai, mais à ce niveau-là, faut pas exagérer. Enfin, des fois c'est un petit peu abusé. Mais bref, je continue avec mon histoire dans la vie sauvage. Donc la proie, souvent, se retrouve donc immobile, réponse d'immobilité. Et une fois sortie d'affaire, si c'est le cas, elle va instinctivement évacuer l'énergie que son cerveau reptilien a déclenchée à l'intérieur de son corps et de son système nerveux.
Donc l'énergie, je parle de la première réaction, donc ce qu'on appelle communément poussée d'adrénaline pour pouvoir combattre, gérer la situation, combattre ou fuir. Et la deuxième réaction, c'est le frein. Donc on va parler de accélérateur et frein. Donc ces deux énergies-là sont réelles, même si du coup ça provoque une immobilité, on a l'impression qu'il n'y a pas d'énergie du tout. Moi souvent on m'a dit mais t'es à 2 à l'heure, t'es une vraie limace ou je sais pas quoi, comme si je réagissais pas. En réalité, à l'intérieur, il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses même. Donc il y a ces deux forces-là, ce sont deux énergies qui sont délivrées, qui sont provoquées à l'intérieur de nous. Et cette énergie-là, mais si elle n'est pas évacuée de manière adéquate, elle va rester, elle risque de rester dans l'organisme, donc dans le corps, dans le système nerveux. Donc, les animaux qui, soi-disant, ont moins d'intelligence que nous, n'ont pas de conscience, ne se pensent pas eux-mêmes, ils ne vont pas non plus être handicapés par justement ce qui fait notre conscience à nous, à travers notre néocortex. Mais ils vont quand même avoir cette intelligence instinctive de se débarrasser de ce trop-plein d'énergie. Je pense que vous savez ce dont je parle. Si vous l'avez vécu, on est très nombreux à vivre ce genre de choses. Quand le stress que vous ressentez, quand vous avez genre une pile de dossiers, une longue liste d'emails à traiter en un minimum de temps, vous êtes obligé d'avoir un stress justement pour vous permettre de le faire. Donc c'est la poussée d'adrénaline qui va vous permettre dans ce cas-là, de combattre finalement. Quand on pense en termes de fuite ou de combat, là c'est combattre, c'est gérer la situation. En même temps, vous êtes énervé, vous devez vous contenir, vous devez rester poli avec le client, vous ne devez pas hurler sur vos collègues et encore moins vous en prendre à votre N+1. Donc à ce niveau-là, vous rongez votre frein. Vous connaissez cette expression, ronger son frein. C'est comme s'il y a deux énergies qui s'opposent. C'est exactement ce qui se passe. Donc à la fin de la journée, vous pouvez, par exemple, ce que je recommande, vous pouvez décider d'aller faire du sport. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais avec... je travaillais avec un patron insupportable il y a quelques années. Je m'étais inscrite dans un club de sport. J'avais pris un club de sport parce que je suis un petit peu flemmarde pour ça. J'avais pris un club de sport où il y avait la télé sur les appareils, notamment le vélo elliptique que j'aime bien. Je regardais Ma sorcière bien-aimée ou les infos pendant que je faisais mon vélo elliptique. Et ça m'a énormément aidée parce que tu sais, ça permet de décharger cette énergie-là et d'évacuer donc les résidus d'énergie qui sont encore coincés dans votre système nerveux. Si vous êtes trop fatigué pour ça, si vous avez une autre journée de travail qui vous attend, et là je pense évidemment en priorité aux femmes qui, on le sait, travaillent encore beaucoup plus que les hommes parce qu'elles ont souvent une double journée pour ensuite s'occuper des enfants. Là c'est embêtant, c'est vraiment clairement un facteur de risque parce que justement cette énergie résiduelle va rester coincée dans le système nerveux et va jouer un rôle énorme dans la constitution et l'augmentation de l'anxiété au cours du temps. L'animal sauvage va avoir le réflexe d'évacuer cette énergie. Il va courir, il va faire des mouvements, rejouer parfois même la scène. On voit ça chez les petits lions par exemple, les lionceaux. Ils rejouent en fait la scène où ils se sont sentis menacés et en rejouant cette scène les uns avec les autres, ils déchargent en fait cette énergie et en plus ça leur sert d'apprentissage de la vie. Mais nous, le problème avec nous les humains, c'est qu'on réagit pareil au début, parce que notre cerveau reptilien, il réagit pareil que pour tous les animaux et son but premier c'est de nous maintenir en vie. Mais notre néocortex va faire que notre réaction ensuite se voudra civilisée. Donc on n'aura pas toujours la meilleure réponse au stress provoqué dans notre organisme. Donc il faut apprendre en fait à penser à deux niveaux. Il faut comprendre ce que fait le cerveau archaïque, ce qui correspond à la réponse de notre cerveau reptilien. Et il faut aussi penser au niveau cognitif et comportemental, ce qui correspond à la réponse de notre néocortex. Donc les deux sont importants. Et à force de ne pas réagir comme un animal sauvage, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte les conséquences physiques de ce que fait notre cerveau reptilien en situation de stress, on peut donc développer des symptômes de type trouble anxieux.
C'est également ce processus-là qui est à l'œuvre dans la formation des traumatismes. Donc ici, je vous parle d'anxiété, de souffrance au travail. C'est vrai qu'on ne va pas forcément penser traumatisme quand on pense anxiété, souffrance au travail. Je pense que pour la plupart des gens, c'est juste des petits événements qu'il faut gérer au quotidien. Mais bon, moi, je suis persuadée que c'est en grande partie le même processus psychique qui est à l'œuvre. Donc vous me direz, bon, une bête sauvage, c'est pas pareil que de travailler, enfin un humain qui travaille dans un bureau. Et puis c'est pas comme si on vivait un attentat ou c'est pas pareil le travail au quotidien. Néanmoins, quand on comprend comment le cerveau archaïque fonctionne, on peut faire un parallèle dans différentes situations rencontrées au travail. Et notamment, par exemple, si vous êtes, disons, en difficulté au travail, vous risquez de perdre votre boulot, que ça représente un peu une catastrophe pour vous, ou que le fait de vous faire humilier aussi, vous le vivez très très mal, et bien votre cerveau reptilien, il va réagir pareil qu'une antilope devant un lion. Et si vous n'évacuez pas donc cette énergie qui est à la fois provoquer dans un premier temps pour vous défendre ou pour fuir, mais comme vous ne pouvez pas vous défendre contre votre patron, vous ne pouvez pas non plus fuir en sortant du bureau et en démissionnant juste comme ça, et bien vous allez avoir une réponse d'immobilité. Donc si vous avez à nouveau ces deux énergies qui sont coincées, vous ne les évacuez pas, vous allez développer des troubles anxieux. Voilà. Donc il faut penser à deux niveaux et il ne faut pas penser non plus que c'est pas... C'est vrai, on peut rationaliser. On peut dire c'est juste un boulot, c'est pas non plus, il faut pas y mettre toute son énergie, c'est pas ta vie, c'est pas, il y a pas mort d'homme, voilà, il y a plein de gens qui vont rationaliser comme ça. Sauf que dans votre vécu instinctif et viscéral, eh ben c'est beaucoup plus grave que ça. Voilà. Donc en plus de ça, quand ces petites interactions, ces petites rencontres avec le stress, réponse d'immobilité, se répètent tout au long de la journée et que ça peut se prolonger et devenir de plus en plus long parce qu'avec le temps, on ne va pas forcément vers une amélioration mais plutôt souvent vers une détérioration de notre capacité à gérer. À ce moment-là, on en arrive, dans certains cas, à présenter les mêmes symptômes que quelqu'un qui a vécu un traumatisme majeur. C'est ce qu'on appelle le PTSD, donc les réactions post-traumatiques, les symptômes post-traumatiques. Aussi, dans la question de faire un parallèle entre la souffrance au travail et les réactions de type mécanique des traumatismes, il faut examiner les questions qui tournent autour du sens que l'on donne à un événement ou à un risque perçu. Un petit événement en apparence peut signifier une grosse menace pour l'individu au niveau archaïque. Ça c'est vrai au travail, parce que le travail c'est la même chose que l'antilope qui va chercher son manger, c'est-à-dire que c'est quand même une question de vie ou de mort finalement le travail. Donc nos réactions archaïques peuvent être très fortes, parce que nos réactions archaïques, elles, visent à nous garder en vie. Donc penser cette problématique en termes du point de vue de notre cerveau archaïque, ça change tout finalement. Donc quelque part, ça peut être, ce qui se passe au travail, ça peut être considéré de manière viscérale comme une menace qui met notre vie en jeu. Donc ça, je vais développer. Pour le moment, c'est terminé pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire sur certains points. Vous pouvez me contacter bien sûr via mon site internet qui s'appelle sophrologie.cc. Je donne des séances de sophrologie via internet, en visioconférence. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.